intervenante de licence, master et une doctorante. Donc voilà, sans plus tarder, on va laisser la parole à Juliette Leitem, qui a préparé un intitulé qui s'appelle « Décors sociaux, mise en scène du corps et réseaux sociaux à l'adolescence ». Bonjour, donc, du coup voilà, vous avez introduit mon sujet. Mise en scène, j'entends aussi mise en image en fait, aussi et surtout, parce que c'est vrai que l'influence de l'image et des médias dans la société contemporaine, elle est indéniable, et l'image est capable de véhiculer, de promouvoir des discours sur le corps et sur son image, donc voilà, pub, mode, etc., industrie hollywoodienne, bon. Et les réseaux sociaux aujourd'hui imprègnent notre quotidien et nos relations. Et chacun en fait va se mettre en image dans le virtuel. Et chaque sujet va se définir par une identité virtuelle et encore image. Et ce qui nous intéresse dans la période adolescente, en fait plus particulièrement, c'est que cet enjeu il est encore plus important parce que avec la puberté, il y a un bouleversement corporel en fait et pulsionnel et un remaniement psychique, et du coup les repères du corps d'adolescent sont ébranlés. Et on peut se demander comment il va pouvoir y installer en fait une psyché si le corps perd ses repères. C'est un véritable défi pour l'adolescent, celui de conquérir son corps en élaborant une nouvelle image afin de s'y reconnaître, de s'y accepter et d'installer son identité. Et du coup, on peut se demander en quoi les réseaux sociaux constituent pour l'adolescent un terrain privilégié d'appropriation d'un corps nouveau dans un enjeu existentiel via le regard de l'autre. Donc, ce qui transparaît dans un premier temps, c'est cette idée justement de mise en scène et de création comme tentative d'appropriation de ce corps qui change. Et ce qui est à mettre en avant, c'est qu'à l'adolescence, il y a un véritable processus créateur. En fait, c'est Philippe Guton qui parle beaucoup de ça dans Le génie adolescent, définit l'adolescence comme un processus essentiellement créateur. L'idée d'une création de soi par soi pour tenter de s'approprier son image et de construire son identité. Du coup, ici, dans la création, tous les différents processus créatifs, le corps devient indissociable de l'image, puisque c'est par le travail de cette image que l'adolescent va pouvoir s'approprier et accepter son corps qui est vécu comme étranger à ce moment-là, et ainsi permettre à sa psyché de venir y habiter et de se sentir exister dans ce nouveau corps. Et aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux vont constituer un nouveau terrain hétéro de création qui est privilégié par l'adolescent contemporain. Donc, on peut penser tout de suite en fait, au selfie, qui dans le terme même représente une création de soi par soi, et voilà, qui sont en majorité, surtout, qui sont très représentés sur les réseaux sociaux. Donc tous les profils Facebook, Instagram, Snapchat et même Twitter. Le selfie, voilà, il y a toute une mise en scène, voilà, par l'angle, la lumière. Donc selfie, donc autoportrait sur lequel on pose des retouches, des filtres, des descriptions et des hashtags. Et il y a aussi un véritable agencement en fait, du profil, du compte Instagram par exemple, où les photos sont choisies et disposées les unes par rapport aux autres. Donc en fait, le compte sur le réseau social va représenter une véritable vitrine du sujet. Rien n'est laissé au hasard. Et même sur Twitter aussi, on peut citer l'exemple des hashtags body positive ou body positive, où il y a majoritairement des adolescents qui viennent exposer leur corps, voilà, de plus ou moins exhibé, etc. Donc en fait, tout ça vient éclairer une tentative de contrôler son corps par le contrôle de l'image. Et donc voilà, on voit que cette création elle a un caractère actif, parce que l'adolescent il va s'incarner lui-même dans toutes ces multiples images. Il y a une image multiple et mouvante parce que voilà, plusieurs réseaux, plusieurs comptes, donc ça peut créer un peu plusieurs identités finalement. Et cette image elle est en permanence actualisée. Il peut supprimer ce dans quoi il ne se reconnaît plus, donc c'est une véritable métamorphose en fait, et qui lui permet d'affiner la forme qui lui conviendra le mieux, et au final dans laquelle il pourra se reconnaître.
Mais alors si la création, elle semble être une activité essentiellement solitaire, qui donne l'illusion que l'ado se teste, se met en forme et se crée seul pour lui seul, les réseaux sociaux introduisent un peu le paradoxe d'une intimité partagée. Le fait que à l'adolescence, il y a cet enjeu important qui est de se mettre en face du regard de l'autre, en fait, l'importance du regard de l'autre et la nécessité d'exister dans son regard, d'être reconnu par lui. Donc c'est là que j'arrive à ma partie où je parle vraiment de ce que j'ai appelé les décors sociaux, du coup. Le fait que le corps-image va devenir un décor à l'existence dans le social et va être utilisé pour mobiliser le regard désirant de l'autre, afin de voir son identité authentifiée et reconnue. Donc quand on pense mise en image et image de soi, on pense au miroir en fait, et peut-être au stade du miroir aussi développé par Lacan, et qui serait là, du coup à l'enfance, le corps du bébé face à son image, va acquérir un peu son unité. Bon, on en parlait ce matin, le fait que du coup corps et image s'unifient, et en fait grâce à l'autre parental qui vient pointer le sujet en affirmant son identité, en disant c'est ton image. À l'adolescence, sur les réseaux sociaux, c'est l'autre qui vient reconnaître l'image du sujet et l'authentifier avec ses j'aime, ses commentaires. Donc avant on avait c'est ton image Pierre, et maintenant on a Paul aime votre photo, et qui met en lumière encore tout l'enjeu désirant avec le verbe aimer. Donc voilà, et ce qui va se passer, c'est que grâce à la mise en image du corps, donc le fait que le sujet va mettre à distance son corps et l'incarner dans une image, et le fait que cette image elle va être authentifiée, validée par l'autre, ça va pouvoir faire retour au sujet et du coup permettre de se réapproprier, d'accepter et de se reconnaître dans son corps propre et réel. Donc voilà. Mais encore faut-il que l'autre soit bienveillant. C'est pas souvent le cas, ça peut ne pas être le cas justement sur les réseaux, qui est quand même un milieu qui peut être hostile. Du coup, l'adolescent va devenir une image, et cette image va lui conférer clairement une identité en fait dans la scène sociale. Voilà, et c'est vrai que ce corps-image va devenir une vitrine dans tout ce qu'elle a de trompeur, parce qu'il y a cette esthétique du masque, le fait que on retouche, on se met en forme, il y a quelque chose de cet ordre-là, de mise en scène théâtrale, où c'est pas exactement la réalité. Mais c'est pour mieux s'exposer au regard de l'autre et à son jugement. Et en fait, ça m'a fait penser cette notion un peu de vitrine de soi, ce que Winnicott appelle le faux self. Donc la partie de soi qu'on montre à l'autre, en fait, et qui vient protéger ce qu'on ne montre pas, ce qu'on a de plus interne, le vrai self, du coup, ce qui représente notre intériorité. Et du coup, comme j'ai dit, via le contrôle de son corps-image, la création et la mise en image de soi partagée sur la scène sociale permet à l'adolescent l'appropriation et l'élaboration de son corps et donc de son identité via une esthétique du masque et la reconnaissance par l'autre. Mais même s'il y a une distance, en fait finalement cette rencontre avec l'autre, elle va être une rencontre qui protège, qui met à distance le corps à corps, parce que c'est pas une rencontre dans le réel. Mais pourtant, je pense qu'il y a une idée quand même de partage, même si ça se fait via, on va dire, la vitrine de soi et la barrière de l'écran. Il y a quand même un échange qui est intime, en fait, parce que l'adolescent il vient quand même déposer de ce qu'il a de plus sincère, dans son image, dans son intime. Et donc c'est ce que j'ai appelé, je vais revenir après, mais cette idée d'écran comme barrière, c'est un peu l'écran comme la peau vient faire barrière entre l'intériorité du sujet et le monde extérieur, le réel et le virtuel, entre le sujet et l'autre, entre l'intime, ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle le vrai self, et le corps-image partagé, exposé, mis en scène sous le self. Et c'est vrai qu'on peut penser à partir, on en a parlé aussi ce matin, de moi-peau dans les yeux, l'idée de la peau, et moi-peau qui va protéger, qui va contenir les contenus psychiques et donc protéger de l'extérieur. Là, il y a l'adolescent qui va se créer un peu un moi-écran
à partir de sa mise en image dans l'espace virtuel, et donc ainsi protéger contre la pénétration, l'intrusion d'autrui dans son intimité. Donc voilà, c'est ça l'image. L'image qu'il met en scène se pose comme une enveloppe qui peut subir le regard de l'autre tout en le protégeant de son intrusion. Intrusion qui est vécue sur un mode angoissant pour l'adolescent. Et donc quand j'ai parlé aussi, mais en même temps, voilà, protection, mais en même temps il y a de l'intimité qui est investie. Et ce qui va se passer, c'est que l'adolescent va pouvoir déposer un peu ses contenus psychiques, ses angoisses, peut-être ses pulsions, son désir, dans l'espace virtuel. Et avec le retour de l'autre, ça va lui permettre d'élaborer tous ces contenus psychiques qui se bouleversent dans cette rencontre qui n'est pas traumatique car pas intrusive. Donc voilà, donc il y a un milieu tiers qui est instauré par la barrière de l'écran. Donc une rencontre avec l'autre, mais aussi du coup le petit autre, mais aussi l'autre avec un grand A, et qui met à distance le corps à corps et le réel angoissant de la rencontre. Et c'est ça tout l'enjeu pour l'adolescent. Il a besoin aussi de découvrir le corps de l'autre, la sexualité, mais tout ça paraît angoissant. Et du coup, c'est vrai qu'on peut penser, par exemple, sur Snapchat, la tendance des nudes, s'envoyer des nudes, voilà, des photos de soi dénudées ou une partie de son corps intime envoyée à l'autre, mais sans. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de but à part l'image, en fait, et donner l'image et recevoir peut-être celle de l'autre dans un échange de plus désirant, en fait, peut-être. Donc voilà. Donc c'est en quoi l'intime et l'intériorité est déposée dans cet espace autre et peut trouver une voie d'élaboration. Donc c'est la partie un peu positive en fait de l'espace virtuel et de la mise en image de soi. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça peut être un milieu hostile et il y a un revers de la médaille parce que finalement c'est pas un espace exclusivement intime. Il n'est pas que face à lui-même. Et du coup le risque, je pense, par rapport au corps et peut-être le fait que du coup il y a une idée c'est ça, l'idée du refus du corps quand même, parce qu'on le met à distance. Ça peut peut-être faire penser, on peut peut-être imaginer des nouvelles pathologies ou des nouveaux symptômes liés au virtuel. L'idée d'une dépossession de soi, d'un devenir image figée. L'espace virtuel va venir emprisonner l'adolescent. C'est un développement au faux self et le fait que le sujet se verrait happé dans l'espace virtuel en rupture avec la réalité. Le psychisme viendrait surinvestir l'enveloppe virtuelle, le corps image, et donc laisser un corps réel désincarné. Donc voilà, un corps réel laissé sans identité, sans incarnation. Et voilà, en plus ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, parce que Didier Anzieux, il a aussi parlé des souffrances des limites, et il avait des exemples, je cite, un sentiment de ne pas habiter sa vie, de voir fonctionner son corps et sa pensée du dehors, d'être le spectateur de quelque chose qui est et n'est pas sa propre existence. Donc je me dis qu'on peut relire ces exemples à la lumière de la mise en image de soi et du virtuel. Je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, il y a un cas d'une jeune fille australienne qui en fait a fait carrière sur Instagram pendant 4-5 ans, donc de 12 à 19 ans, donc ça correspond à l'adolescence. Et elle avait énormément d'abonnés, elle avait des contrats de modeling et des sponsors. En fait, à 19 ans, du jour au lendemain, elle supprime son compte Instagram et elle publie une vidéo YouTube dans laquelle elle explique pourquoi est-ce qu'elle a quitté ce monde virtuel. Et en fait, son discours fait clairement ressortir un isolement pathologique du réel, où elle dit, j'ai tant de citer, elle dit je ne sais même pas ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, car je me suis laissée définir par quelque chose qui ne l'est pas. Être avec des gens dans la vie réelle, enlacer des gens, parler avec des gens, sortir dans la nature, c'est cela la vraie vie, et je ne l'ai même pas fait pour une bonne partie de ma vie, parce que j'étais en train de vivre dans un écran, espérant que les gens me valident. Donc voilà, ça pose question, et voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire avancer les réflexions cliniques à partir de cette question. Voilà, je vais conclure. Donc du coup, si l'écran il protège de l'intrusion de l'autre en soi, on ne peut pas dire qu'il protège de la fuite de soi en l'image et en l'autre. Et on peut penser, donc comme je l'ai dit en introduction, cette force captivante des images, voire hypnotique,
ça peut peut-être se révéler dangereux pour l'adolescent, dans le sens où l'adolescent il se caractérise par une fin d'objet, une soif d'idéal. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, l'image a le pouvoir de véhiculer des normes, des idéaux sur le corps, qui en plus, sur les réseaux sociaux, il y a l'idée de l'illusion des chiffres, du nombre d'abonnés, du nombre de likes qui viennent évaluer la beauté, le succès, l'acceptation d'un corps en fait. Et donc, ça me permet de faire une transition avec le prochain exposé. C'est vrai que sur Instagram, par exemple, on retrouve le culte de la maigreur, le culte de la fit life, et donc on se poser la question de l'image qui pourrait précipiter l'adolescent sur une pente morbide. Donc voilà, c'est la parole à Rachel du coup. Ok, merci.